Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode du K Podcast. Aujourd'hui, nous posons nos valises au Tchad, pays de Toumaï, plus précisément à N'Djamena, pour une séquence spéciale santé. Avec nous, Dr Oumaima Mohamed Jarma, médecin infectiologue. Dr Jarma, ça va? Oui, bonjour Rachid, ça va et toi? Je vais très bien, merci. Alors, Oumaima, on va tout de suite commencer avec la première séquence de notre épisode et du cas podcast qui est réservé à l'enfance et à l'évolution. Docteur Jarma, quel souvenir t'a le plus marqué dans ton enfance? Ouh là là, bon, vraiment, concernant les souvenirs qui m'ont plus marqué dans l'enfance, bon, j'en ai plein. Mais tout de suite, ce qui me vient en tête, ce sont les petits jouets qu'on faisait avec les poupées en bois ou qu'on appelle communément biné-out, Venez août. avec nos amtassat. Et puis voilà, tu vois, nous, on a grandi dans ça, Après aussi, j'ai des souvenirs de tous nos petits dessins animés qu'on voyait, nous, à cette époque, qui n'a rien à voir avec ce que les jeunes voient maintenant. Hein. Ce n'est plus les Nous, on est la Miraculous, génération du Conan. Ah non, ce n'est c'était plus le les Miraculous, ce n'est plus le Denver, Denzel, ce n'est plus le Tom et Jerry, ce Denver, les n'est derniers plus Denver, dinosaures, voilà. Ou Conan soit Alice au pays l'aventurier. de Merveille. Ben voilà, c'est tout ça. Magnifique. Effectivement, c'est tout ça qui a bercé mon enfance, quoi. Voilà, c'est des choses qui me viennent comme ça au pif, hein. Ouais, mais dis-moi, Et puis, mais généralement, oui. quand on parle de l'enfance, par exemple, quand une fille, elle dit, ah bah, j'ai joué avec des poupées, est-ce que à l'époque, tu savais déjà ce que tu allais faire comme métier? Depuis petite, tu voulais être médecin? Alors, honnêtement, non. Moi, depuis petite, je voulais plutôt être architecte. Parce que je me disais toujours qu'on a, dans le pays africain, soit au Tchad, on a des architectures qui sont très belles, qui sont très jolies. On a les cases, les différentes formes des cases. Donc, je me disais toujours, on peut reprendre ces cases, on peut reprendre ces idées et puis les améliorer, les moderniser. Et j'étais très passionnée par l'architecture et tout. Mais bon, après, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu une longue discussion avec mon père qui m'a plutôt convaincue pour faire la médecine. Et puis, ben, voilà, me voici, je suis médecin. Et quand je réfléchis, je me dis, je ne savais pas quelle pourrait être ma vie si je ne suis pas médecin. Donc, voilà, là, je m'épanouis complètement dans ce que je fais. Eh ben, on va parler de ça tout de suite, mais Oumaima, justement, tu parles de quelque chose, tu as dit, après j'ai longuement discuté avec mon père, donc c'est la question de l'orientation. Comment est-ce que tu apprécies, toi, le système d'orientation au Tchad, que ce soit quand on est au lycée ou au collège, est-ce que tu penses que ça aurait été différent si au niveau de l'école, dès le départ, ils t'ont orienté vers l'architecture? Enfin, comment tu apprécies cela? Alors, le système d'orientation dans les écoles, moi personnellement, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que ce genre de discussion, honnêtement, quand je reste, je réfléchis, je me dis, bon, je ne sais même pas si on m'a déjà, quand elle était à l'école, si on m'a déjà posé la question pour savoir ce que je veux faire après, ou soit si mes profs ont décelé telle ou telle compétence en moi pour, et bien évidemment, m'orienter dans tel ou tel domaine. Non, il n'y en a pas. C'est ce qui fait que c'est plus la personne, bah, on a tous nos rêves, hein. Après on a des discussions avec nos parents, ou soit des fois des amis, et puis après il y a des choses qui s'imposent, hein. Il y a des choses qui s'imposent, il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas eu le choix, ils ont fait ça parce que voilà, c'était la bourse qui était disponible et tout. Mais à l'école, je pense qu'on peut faire mieux, hein. Je pense qu'on peut faire mieux. Je sais pas si maintenant ça a changé, mais à mon époque, il n'y avait pas d'orientation. Il n'y avait pas vraiment d'orientation. C'est toujours le cas, à moins de me tromper aussi. Justement, j'en parle souvent avec les jeunes Tchadiens. Et cette question d'orientation, elle est quand même assez épineuse parce que les jeunes, ils veulent faire quelque chose. Après, c'est les parents. Et bien au-delà, par exemple, je ne sais pas si tu l'as vécu, il fut un temps où tu as plein d'étudiants qui devaient faire l'informatique. Donc, quand tes parents te disaient, ah, oulé dana filanda, gara, ouga, et fi banque, Michike, il a fait gestion, donc il a réussi, il gagne bien sa vie. Donc, toi aussi, tu vas faire la même chose. Oui, effectivement, il y a une autre orientation que les parents, soit ce sont des arguments qu'ils avancent. Je pense que mon père aussi
Il m'a dit cet argument du genre, ben écoute, on n'a pas de médecin dans la famille. Quand tu pars dans les hôpitaux, c'est la galère. Il faut avoir quelqu'un du corps médical pour te faciliter. Alors ça, ce sont des choses qui ressortent assez souvent. C'est que Mm. les parents, quand ils font des projections, quand ils font de l'orientation, c'est pour améliorer ou soit faciliter les choses pour toute la famille. Mais on ne pense pas forcément au bien-être, on ne pense pas forcément à ce que l'enfant, il veut exactement faire. Mais on l'oriente effectivement dans tel ou tel secteur qui peut avantager tout le monde et bien évidemment d'abord la famille, quoi. Mais comment toi tu penses qu'on peut corriger cela? Parce que justement, cette question de bien-être et du choix du jeune lui-même ou de l'enfant lui-même, bah, ta vie ne t'appartient pas malheureusement, ça appartient à tes parents et à la société. Ouais. C'est eux qui dirigent. Comment tu penses que c'est eux qui décident surtout? Ouais, effectivement, moi je pense que ce choix, cette orientation, elle doit d'abord commencer à l'école parce que le prof, le maître d'école, il est plus proche de l'enfant. Il peut vraiment assez rapidement déceler et voir si l'enfant il est plutôt fort en maths, il est plutôt fort en littérature, pardon, ou Mm. soit il est plutôt fort en biologie, discuter entre professeurs et parents par rapport à l'évaluation, par rapport à l'évolution de cet enfant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement chez nous ici. Ici, quand on convoque le parent, c'est quand on s'est battu, ou soit quand l'enfant il a fait une gaffe. Donc, jamais on convoque les parents pour venir lui dire que votre enfant il est brillant, ou on pense que votre enfant il sera meilleur dans tel ou tel domaine. Donc, il faut que nous tous, on œuvre pour l'aider à acheminer ce parcours. Non, généralement, quand on voit que le parent, c'est pour quand l'enfant il s'est battu ou quand le parent n'a pas payé ou quelque chose comme ça. Et moi, je trouve que c'est bien dommage. Hein, c'est bien dommage. Il faut bien que les maîtres, les professeurs de l'école, avec les parents, ils doivent avoir des séances de réunion, de discuter de l'avenir de l'enfant. Et certes, le parent, lui, il est là, il passe du temps plus de temps avec l'enfant, il peut déceler en lui certaines choses. Le maître aussi, étant donné que c'est lui qui lui transmet le savoir, il peut assez rapidement détecter au savoir, non, cet enfant, il sera plutôt fort dans tel ou tel domaine. Effectivement, tous les deux, ils doivent s'asseoir et ensemble discuter, bien évidemment, tout en demandant l'avis de l'enfant pour lui donner une bonne orientation et faire ce que l'enfant aime. Parce que tout ça, après, ça se répercute sur le rendement de ce que la personne va donner quand il devient adulte, quand il devient fonctionnaire, quand il commence par être dans le secteur privé, s'il est dans un domaine qu'il n'aime pas, et ben voilà. Et malheureusement, nous, on voit ça, des fois même dans le domaine de médecine. Les gens, ils voulaient pas être médecin de base, ils voulaient, je sais pas, être banquier ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il fait tout ce qui l'intéresse, c'est de se faire l'argent. Et malheureusement, des fois, ça peut même passer au détriment des patients. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Eh ben justement, en parlant de cela et en parlant de la passion et en parlant de médecine, Docteur Oumaima Madjerma est avec nous aujourd'hui. Elle est infectiologue, elle est tchadienne. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, Oumaima, merci d'avoir accepté cette invitation dans ce nouvel épisode du Cas Podcast. Tu as étudié au Tchad, puis en Côte d'Ivoire, puis au Ghana. Alors, quels ont été tes moments de force, des faiblesses, tes fiertés? Comment est-ce que tu apprécies tes pays d'accueil? Alors, je commençais effectivement, comme tu l'as dit, je commençais ma médecine au Tchad, CHU Le Bon Samaritain, où j'étais internée, j'ai fait toute ma médecine là-bas. Et puis, je suis allée en Côte d'Ivoire pour la spécialisation, puis je continuais au Ghana pour faire l'anglais. Et les moments de force étaient, c'est que je dois accomplir en fait. Je savais exactement ce que je voulais. Mon choix de l'infectiologie a été guidé par le fait que quand j'étais en fin de stage, voilà, pour ma médecine générale, et donc je commençais par prendre en charge les patients vivant avec le VIH. Ça, c'était aux alentours de 2010-2011. Et déjà, j'étais vraiment marquée par une patiente qui était jeune, très très jeune, à peine 16-17 ans, et qui était positive. Et donc déjà en 2017, je me disais, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'en 2010, pardon, c'est pas possible qu'en 2010, qu'on ait des jeunes de 17 ans qui ont le VIH. Ça veut dire qu'il y a un problème de prévention, ça veut dire qu'en amont, on a des sérieux problèmes qu'il faut résoudre. Tout mon choix
de faire de l'infectiologie parce que je me disais que toutes ces pathologies sont des pathologies qu'on peut les éviter, on peut les prévenir. Et effectivement, avoir le VIH, c'est quelque chose qui est presque handicapant quand on est jeune, parce que la personne, même maintenant, la médecine a évolué, hein, on peut Mm. vivre 30, 40, 50 ans avec le VIH. Avoir le VIH maintenant, c'est même pas Justement, on en un parlera tout problème. à Mais l'heure. du point de vue moral, Mhm. ouais, du point de vue moral, ça pèse sur une personne quand on le déclare c'est Ouais. positif. Et je Et, me disais, voilà, c'est et pas c'est ça qui possible, il t'a faut poussé changer ça, il faut changer. à choisir l'infectiologie. Ouais, effectivement, et c'est ça qui m'a passionné, qui m'a aidé à choisir effectivement, qui a guidé mon choix pour l'infectiologie, parce que l'infectiologie, en plus du versant clinique où on prend en charge les malades, on les soigne, il y a aussi l'autre versant qui est santé publique. Et c'est Mm. là où effectivement où on peut avoir des actions de grande envergure pour sensibiliser et changer 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 comment on appelle ça, les habitudes, changer les habitudes justement chez les Mm. jeunes, chez les adultes, Mhm. afin de les prévenir de toutes les pathologies, hein, toutes les Très bien. maladies infectieuses pour lesquelles on a des préventions. Très bien. Alors, Oumaima Majerma, docteur Oumaima, on va passer à la deuxième séquence qui est réservée à l'actu et aux faits divers. La Covid est encore à son pic dans le monde et tu fais partie des rares infectiologues. À moins de me tromper, est-ce que c'est correct si je dis que tu es la seule femme infectiologue au Tchad? Oui, malheureusement, oui, je suis pas trop fière de le dire. J'aurais aimé vraiment qu'on soit nombreuses. Hmm. Et à toutes mes jeunes consoeurs, je les dis, voilà, à chaque fois que je vois une femme généraliste, je dis, va faire l'infectiologie, va faire. Parce que Tu je veux pas pense que être nous, les seule? femmes, voilà, on excelle très bien en infectiologie, parce que comme je l'ai dit, il y a toute cette pathologie qui touche essentiellement les femmes. Quand on voit le VIH, ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Hmm. Et quand on est femme et qu'on parle avec les femmes, qu'on discute avec les femmes, mais clairement, le message, il passe beaucoup mieux. Donc, Ouais. malheureusement, pour le moment, je suis la seule infectiologue encore au Tchad, femme. Et j'espère que vous serez encore plus nombreuses. Alors justement, en parlant Ben de oui, la j'espère. Covid, non seulement tu es la seule Ouais. femme infectiologue au Tchad, tu es très active quand il s'agit d'être en première ligne sur la lutte contre cette pandémie. Raconte-nous comment a été ta première expérience face à la pandémie liée à la Covid. Comment est-ce que tu as décelé le premier cas, par exemple, pour toi? On veut savoir. Alors, pour la Covid, clairement, si j'ai dit que j'ai pas eu peur, c'est faux. Et il Je faut pense préciser, alors que, Oumaima, effectivement, docteur Oumaima, il faut oui, qu'on précise aux auditeurs que tu es rentrée au Tchad après tes études, après le Ghana. Tu es rentrée au Tchad, tu n'as même pas fait deux ouais, ou trois mois et il y a eu la Covid, c'est ça? C'était effectivement, ton exercice effectivement. de Je suis bienvenue, rentrée quoi. début janvier. Oui? Oui, ouais, c'est ça, effectivement, c'était mon baptême de feu. Franchement, pour moi, en tant qu'infectiologue, la Covid, c'était mon baptême de feu. Parce que je suis rentrée au mois de janvier, et puis aussitôt, je me suis mis en contact avec le ministère, et puis voilà, j'étais enrôlée dans l'équipe déjà qui suit les passagers, après les cas contacts, appeler les patients. Effectivement, on a suivi toute l'évolution. Et puis, clairement, suivre les passagers, suivre les cas contacts, suivre les malades, c'est pas la même chose. Parce que là, celui-là, on dit qu'il n'a pas. Mais quand quelqu'un qui est positif, ben, ça fait un peu flipper. Et peut-être que je vais vous raconter aussi une petite anecdote, c'est que quand j'ai appris malheureusement qu'en début de pandémie, on a beaucoup de nos confrères en Italie, en Europe qui sont décédés, c'est de Covid. Mhm. Et je me suis dit, ben, oh là là, ok, si même là-bas on meurt, donc voilà, on ne sait pas sur quoi on va se lancer. Mm. Et donc, honnêtement, au mois de mars, avril, mai, l'année dernière, je ne faisais même pas de longues projections. Non, 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 pas du tout. Du genre, ben, j'ai réglé tous mes dettes, je veux pas de problème avec les gens, parce qu'on se disait effectivement, voilà, peut-être qu'on n'allait pas survivre, quoi. Et c'est vrai. Moi, nous et nos collègues, souvent, quand on parle de ça, là, pour se le dire, on parle, on rigole. Mais honnêtement, on avait eu trop peur. Et en même temps, on n'a pas le choix. C'est notre métier. Il fallait sauver les gens. Et c'est ce qu'on avait fait, quoi. Jusqu'à Ouais. maintenant, et continue à le faire. Mm. Alors, Ouais.
J'ai lu un article sur le site ou la page Facebook de l'OMS, le siège, je pense, où tu parlais, Ouais, tu as été mise à l'honneur pour le mois de la femme en mars. Et tu parlais ouais, beaucoup de la Covid et de l'impact sur les femmes. Et il y avait beaucoup de ouais. témoignages de ta part sur la stigmatisation des patientes qui étaient notamment Ouais. rejetées. Est-ce que, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a encore le plus choqué? Alors, comme comme tout événement qui se vient, Mm. les femmes, nous, on paye quand même un lourd tribut, en fait. C'est nous qui payons il y a un impact toujours négatif sur les femmes. Un homme pouvait avoir la Covid, ça passe. Mais si c'est une femme, elle dit, ben oui, vous ne restez pas tranquille, vous passez votre temps à vous promener, on vous dit de ne pas sortir, vous n'écoutez pas. Et puis, l'histoire qui m'a le plus choquée, c'est l'histoire d'une fille qui devrait se marier. Voilà, à la veille de son mariage, malheureusement, elle a été testée positive. Et donc, la belle famille disait à son futur mari, ben voilà, on t'avait dit de ne pas épouser cette fille. Et maintenant, voilà, t'as vu, hein, elle a terminé avec Covid. Et ça, c'est honnêtement c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et ça m'a fait trop mal, quoi, parce que non, on pouvait avoir la Covid, ça passe. Mais quand c'est une femme, non, 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 c'est pas normal, elle est maudite, il y a une malédiction derrière. Et ça en dit trop, en fait, sur nos sociétés. Et à chaque fois, ça en dit combien de femmes, les femmes, on est stigmatisées, on est marginalisées. Et c'est comme si nous, on est la source de tous les malheurs, quoi. Quand il y a quelque chose qui arrive et que s'il y a une femme, ben voilà, elle aura cherché parce qu'il y a une malédiction derrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Mm. Je me disais, ben, c'est pas possible que jusqu'à maintenant, on continue pas à réfléchir à ce point et penser. Et après, j'ai aussi certaines de mes collaboratrices qui ont été même mises à la porte ou rejetées par leur mari parce qu'elles travaillaient dans l'hôpital de Covid. Ça aussi, malheureusement, c'est des cas qui Mm. est arrivé. Et puis, voilà, c'est vraiment Parce que dommage. justement, C'est vraiment dommage. Et ceci l'hôpital de témoigne Farsha, combien de fois le droit mm, de la femme n'est pas encore vraiment appliqué dans nos milieux. mm. Parce que l'hôpital de Farsha, il Ouais, faut le rappeler, c'est là-bas qu'on traite tous les cas liés à la pandémie du Covid. Et du coup, c'est ouais. devenu l'hôpital de un Covid, quoi, comme on dit. Ça fait peur. C'est ça, peut-être Mm, Covid, mm, effectivement. Ça mm. fait peur, c'est ça. Ok. Ouais. Docteur Oumaima, je ne peux pas passer à la dernière séquence sans vous poser une question sur le VIH. Je sais que vous avez parlé de cela, ça fait partie de ce qui vous passionne aussi dans vos recherches, etc. Et je me rappelle une fois un médecin ami sénégalais a dit je peux garantir à un patient atteint du VIH de vivre plus longtemps, contrairement à un patient atteint d'un cancer. Et on sait que c'est vrai Ouais, aujourd'hui. Et ouais. là, je vais parler. Apparemment, j'ai appris ce matin qu'on ne parle plus du 90, 90, 90, mais qu'on parle plutôt du Plutôt 95, 95. 95, 95. C'est-à-dire que je suis 95, bien 95, informée. c'est ça. Alors, Ouais. c'est vrai, est-ce que c'est vrai que la pandémie de Covid cache un peu les autres maladies? Par exemple, aujourd'hui, est-ce que on arrive à faire un vrai suivi, un réel suivi, on arrive à atteindre les objectifs par rapport au VIH? Parce que la pandémie couvre tout, quoi. Effectivement, alors la pandémie de la COVID-19, Mm, la maladie a fait peur. La maladie a fait peur parce que c'est nouveau. Dès ce qui est nouveau, quand on ne comprend pas, ben on panique. Voilà, maintenant qu'on comprend, on sait comment le virus se comporte, on sait comment les prévenir et tout. Bon, ça va, la pression était un peu tombée. Mais au début, quand c'était nouveau, voilà, tout le monde a paniqué. Et pour un système, pour les programmes qui prennent en charge, parce qu'il faut quand même dire que pour les maladies telles que le paludisme, tuberculose, VIH, il y a des programmes qui gèrent ces maladies grâce aux fonds qu'ils soient alloués, que ce soit par l'État ou soit le Fonds mondial. mm, Donc pour ces programmes, ils ont quand même pris un coup, ces programmes, et même les hôpitaux. Donc, pour les patients, par exemple, qui vivent avec le VIH, quand il y a la Covid, il s'est dit, oulala, moi j'ai le VIH, je ne vais pas aller à l'hôpital pour ne pas choper la Covid.
Et donc, du coup, il reste chez lui, il ne vient pas, il ne prend pas ses médicaments. Et là, malheureusement, on a vu ça avec beaucoup de patients, surtout l'année dernière. Mm, Bon, là, ça va, la pression, elle est un peu tombée, les gens commencent à fréquenter les hôpitaux et tout. mm. Mais sinon, effectivement, la COVID a eu un impact négatif sur ces différents programmes, y compris aussi leur prise en charge dans les hôpitaux. Très bien. Merci infiniment. Nous allons passer à la dernière séquence qui est la séquence Petit Plus. Docteur Djarma, est-ce que, si vous voulez, vous êtes libre de répondre ou pas, est-ce que vous avez été atteinte Ouais. de la Covid? Bon, Bon, ça c'est le petit plus. Si vous voulez pas répondre, est-ce que vous ça avez aurait été été plus vacciné? simple, ça aurait été plus simple. Ouais. Je pense que très peu, en tout cas dans ce secteur, pour les personnels médicaux, Mm, trop peu ne sont pas atteints par la COVID. très bien. Qu'ils ont un test positif ou soit, voilà. Donc, très peu ne sont pas atteints par la COVID. Je préfère répondre comme ça. Très bien. Mais dites-moi, Ouais, là aujourd'hui, on parle de, là en ce moment, c'est l'actu, on va dire un peu au niveau du pays, c'est le vaccin qui est arrivé. Est-ce que vous avez été ouais. vacciné? Et si oui ou non, ou même si vous voulez pas répondre, quel est votre dernier message, les Akhwan Nalgaye Somona, que ce soit en langue française et aussi en langue locale, pour sensibiliser les frères et tous ceux qui nous suivent de se faire vacciner surtout. Ouais. Alors, par rapport au vaccin, ben oui, je me suis fait vacciner. J'ai pris déjà ma première dose. Bravo. Et donc là, j'attends, 3 à 4 semaines pour prendre la deuxième dose. Et vraiment, pour tous nos compatriotes, frères, sœurs qui nous écoutent maintenant, vraiment, je les exhorte de prendre le vaccin. Effectivement, il y a toutes ces théories complices autour de vaccins, il y a tous ces fake news qu'on voit autour de vaccins qui entrave la vaccination contre la COVID. Alors que ce qui est réel actuellement, c'est que la COVID, le virus, il est là, la maladie, elle est là. Oui, elle est mortelle pour certains groupes de personnes. Donc ça, c'est la réalité. Et oui, il existe un vaccin qui permet de prévenir cette maladie aussi d'avoir la forme grave. Donc vraiment, moi, mon message pour les personnes qui ne se sont pas encore fait vacciner, je rappelle encore qu'ici, au Tchad, pour le moment, les personnes qui sont éligibles, c'est les personnes avec un âge supérieur à 65 ans, les pèlerins et puis le personnel de santé. Vraiment, j'exhorte tout le monde à venir prendre la vaccination parce que c'est quand même dommage d'être atteinte de cette maladie qui peut être mortelle ou soit très handicapante. Parce que là, malheureusement, on commence à voir des séquelles de cette maladie. Mm, Et ces séquelles, elles sont quand même graves. Elles sont quand même graves pour certains mm, patients mm. et qui réduisent et qui mettent en jeu aussi le pronostic vital et qui réduisent considérablement l'espérance de vie. Alors que là, on a un vaccin qui selon les études, c'est un vaccin qui nous protège et Qui est qui disponible. fonctionne très bien. Et ça sera dommage vraiment de contracter la maladie alors qu'on pouvait la prévenir. Très Donc bien. vraiment, Mm, il faut rallier du sur la vaccination. Surtout Nasal Koubar ou la Nasal Indum Amrat. Les gens qui ont atteint des maladies chroniques telles que diabète, hypertension artérielle et tout, surtout les diabétiques, parce que maintenant c'est indiscutable. Vraiment, les diabétiques sont les diabétique gens qui دنا font عندهم plus, سكري les ده diabétiques, وريلهم. les obèses Mm, sont les gens qui font plus la forme grave. mm. Et vraiment, ça sera dommage de contracter cette maladie alors qu'il y a la vaccination. Et si vraiment les gens ils veulent nous faire du mal, ils veulent, je sais pas moi, toutes ces théories, tous ces fake news que les gens, je pense qu'il y a mille et une manières de le faire, quoi. Et donc moi personnellement j'ai pris mon vaccin, j'ai sensibilisé tous les gens qui sont autour de moi et qui sont éligibles pour la vaccination et qui ont déjà pris le vaccin. Et aussi je demande vraiment à toutes les personnes qui sont éligibles actuellement selon les critères fixés par l'État tchadien de venir prendre le vaccin. Et le même message pour tous ceux qui nous suivent, tous nos auditeurs, où qu'ils soient, vaccinez-vous pour qu'on puisse au moins passer à une vie
plus tranquille. هما ملقا بسمونا اخواننا انا تشات مش الدكتور وميمة ما قالت لكم امشوا شلو فاكسيناسيون انا في لبتان انا فرشه ولا بوكان كتير قاعد تمشوا تفاكسيني سيرمون في راديو قابو روكو في تيلي كل قاب تسمو والله يجيب العافية والله ينجينا من مرض الشين ده الله يقيم علينا qu'il l'envoie très loin là on veut vivre docteur Ben ouais, Oumaima. Amin, on veut vivre vraiment, on veut voyager, on veut sortir, on veut se réunir et puis voilà, tout ceci est possible grâce à la vaccination. Exactement. Merci infiniment d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui pour cet épisode du cas podcast Dr Oumaima. Merci. Alors, Dr Oumaima est infectiologue à l'hôpital provincial de Farsha. Elle est tchadienne, actuellement à N'Djamena. Elle a accepté ce rendez-vous. On vous dit merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Rendez-vous au prochain épisode et à très bientôt. Merci, Dr Oumaima. Au revoir. Merci Haché, merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci de m'avoir invité et puis bravo et félicitations pour la web radio. Pour nous, c'est une fierté parce que vous faites la promotion de la culture tchadienne et vraiment notre culture, elle est très très belle. On a de très belles musiques et grâce à votre radio, j'ai découvert plein de musiciens tchadiens. Je savais pas que franchement les Tchadiens chantaient comme ça. Et donc vraiment merci à toi et à toute ton équipe. Une fois de plus, bravo et félicitations pour cette initiative. Merci encore et tu vois qu'à travers la culture, on peut faire passer plein de messages de santé, sur l'éducation et c'est ça justement notre rôle. Merci Oumaima et bon courage pour la suite. Un coucou à tous vos collègues de l'hôpital provincial de Farsha et à tous nos auditeurs. Salam alaikum, retrouvez-nous à travers les réseaux sociaux, sur le site de K Radio, à travers l'application, sur les pages Facebook et puis aussi sur le site de K Podcast. Bisous, à la semaine prochaine.